La dernière fois, nous avons révélé les secrets derrière 6 célèbres peintures du monde, et il semble que tout le monde ait vraiment aimé ça. Bande de petits coquins. Donc, dans cet épisode, je vais vous dévoiler encore plus d'histoires sombres cachées dans les peintures célèbres du monde. Personne ne peut ignorer le cri, n'est-ce pas? Cette peinture a été créée par le peintre norvégien Edvard Munch. C'est l'une des œuvres les plus célèbres au monde. Sous un ciel rouge sang, une figure ressemblant à un crâne nous fixe, criant de douleur. Munch a noté l'inspiration pour le cri le 22 janvier 1892. Je me promenais avec 2 amis au coucher du soleil. Une vague de mélancolie est venue soudainement, le ciel est devenu rouge sang. Je m'arrêtais, fatiguée, et m'appuyais sur la clôture. Il y avait du sang et des langues de feu. Au-dessus du fjord bleu-noir et de la ville, mes amis continuèrent à marcher, et je restais là, tremblant d'anxiété, et je sentis un cri infini qui passait à travers la nature. Mais en plus de ce texte dans son journal, saviez-vous qu'il y a un message secret caché dans le cri? Des chercheurs ont déjà utilisé un scan infrarouge sur le tableau Le Cri, et ont découvert dans le coin supérieur gauche une phrase à peine visible écrite au crayon. It could only have been painted by a madman. Il n'y a qu'un fou pour dessiner ça. Cela a suscité de nombreux débats. Qui a laissé ce message sur cette peinture pleine de terreur? Certains pensent que c'était un acte de vandalisme par un détracteur de Munch, mais d'autres pensent que c'est Munch lui-même qui l'a écrit. Peu importe l'époque, tout le monde est un peu pervers et aime les potins. Ce n'est que récemment, en 2021, que le mystère a été résolu. Le Musée national de Norvège compare mot à mot les lettres manuscrites de Munch. Il a été confirmé que l'écriture de cette ligne correspond à celle de Munch. Mais qu'est-ce qui a conduit Munch à adopter un style de peinture si sombre? Pourquoi a-t-il laissé ce message secret? La réponse pourrait se trouver dans son enfance tragique. Il a écrit dans son journal. L'anxiété et la douleur qui m'ont accompagné toute ma vie sont la source de ma création. Anxiété. Anxiety. Il était né dans la pauvreté, et sa mère et sa sœur bien-aimée sont mortes très jeunes. Sa sœur a également été hospitalisée pour une maladie mentale, et même son frère est mort peu après son mariage. C'est vraiment tragique. Son père, un fanatique religieux, ne cessait de lui dire que les malheurs de la famille étaient des punitions divines. Lorsque la première version de Le Cri est sortie, un médecin a diagnostiqué Munch comme étant mentalement instable, et le public a également remis en question son état mental. À l'époque, il avait peur d'être considéré comme un malade mental, ce qui lui a causé encore plus de stress. Certains chercheurs pensent que c'est pourquoi il a écrit Could only have been painted by a madman. Comme une forme d'autodérision. Face à la maladie, la mort de ses proches, un père fanatique religieux et les critiques du public, ces tourments ont gravement affecté son esprit. En 1908, Munch a dû être hospitalisé pour une dépression nerveuse. Il a dit un jour « La maladie, la folie et la mort sont les anges qui entourent mon berceau et m'accompagnent toute ma vie. » C'est un peu triste, non? Après avoir entendu ces histoires, en regardant de plus près Le Cri, ne ressentez-vous pas aussi cette oppression? Ne voulez-vous pas crier avec lui? Salut, nous espérons que vous aimez bien nos vidéos. Nous avons créé Amazing Talker, une plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez trouver un prof particulier pour quasi tous les sujets. Par exemple, nous avons des profs particuliers pour l'anglais et plein d'autres langues. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir 10 $ lors de l'inscription. En parlant de la reine d'Angleterre, on pense immédiatement à Bloody Mary, Élisabeth Ier. Ces reines célèbres, n'est-ce pas? Mais saviez-vous qu'il y a eu une femme qui n'a été reine que pendant 9 jours? Elle s'appelait Jane Grey. En 1553, elle monta sur le trône, mais fut destituée après 9 jours et condamnée à mort l'année suivante. C'est pourquoi on l'appelle la reine de 9 jours. En 1833, le peintre français Paul Delaroche a peint le supplice de Jane Grey. The execution of Lady Jane Grey. Sur ce thème, dans la peinture, Jane a les yeux bandés, ses mains cherchent nerveusement devant elle, 2 servantes à côté d'elle sont en larmes. À droite, le bourreau porte un pantalon rouge serré, avec une corde et un poignard à la taille et tient une énorme hache dans sa main gauche, ce qui le rend particulièrement imposant. On ressent l'atmosphère tendue et triste avant l'exécution. La scène de la décapitation de Jane semble se dérouler à l'intérieur d'un palais, mais on dit qu'elle a en fait été exécutée publiquement sur une place. Après que le bourreau ait coupé la tête de Jane, il l'a brandie devant la foule et son corps sans tête a été exposé pendant 4 heures. Mais pourquoi Jane a-t-elle été décapitée?
La raison remonte à sa lignée. Elle était la petite fille de la sœur du roi Henri VIII d'Angleterre. L'histoire d'Henri VIII est très complexe, comme Echo l'a déjà raconté dans cette vidéo ici. Selon la loi de succession de 1544, l'ordre de succession était Edward, Mary, Elizabeth, puis Jane Grey. Mais après l'accession d'Édouard VI, il est mort peu après. Théoriquement, la prochaine à monter sur le trône aurait dû être la princesse Mary, mais le duc de Northumberland, régent à l'époque, a manœuvré pour que Jane Grey hérite du trône et a marié son fils à Jane pour s'assurer du pouvoir. On dit que Jane, alors âgée de 17 ans, était complètement dans l'ignorance. Quand elle a appris qu'elle était devenue reine, elle a été très surprise. Elle n'avait que 17 ans. Même moi, à 42 ans, je serais encore abasourdie si on m'annonçait que je deviens reine. Et être reine n'est pas une tâche facile. À l'époque, le peuple pensait que Mary était la légitime héritière et les forces qui la soutenaient étaient plus nombreuses et plus puissantes. Mary a rapidement lancé un coup d'État et a éliminé toute la famille du duc de Northumberland en 9 jours. Elle est montée sur le trône. Bloody Mary n'était pas surnommée ainsi pour rien. Mary a décidé d'éliminer tous ceux qui pouvaient menacer son pouvoir. Elle est ainsi devenue la reine au règne le plus court de l'histoire d'Angleterre. Elle est morte à 17 ans. C'est vraiment tragique. La Vierge et l'enfant entourés d'anges est un diptyque réalisé par le peintre de la cour française Jean Fouquet en 1452. Dans cette peinture, la Vierge a une peau anormalement blanche, porte une couronne et expose entièrement son sein gauche, ce qui est très extravagant. On pense généralement que la Vierge dans cette peinture est Agnès Sorel, la maîtresse du roi Charles VII de France. En 1441, alors que la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France faisait rage, Charles rencontra Agnès. D'une beauté exceptionnelle, Agnès devint rapidement la favorite de Charles VII. Le pape a même dit qu'il n'avait jamais vu le roi sans elle. Agnès était très intelligente et conseillait souvent Charles VII sur les affaires d'État, l'accompagnant à divers événements politiques. Cela lui valut la haine des partisans du dauphin. En 1450, bien qu'Agnès soit enceinte du 4e enfant de Charles VII, elle insista pour le rejoindre sur le champ de bataille. Oh là là, c'est trop mims! Mais en chemin, Agnès accoucha prématurément et mourut quelques jours plus tard. Les archives royales indiquent qu'elle est morte d'une tumeur à l'estomac. Mais la rumeur populaire disait qu'elle avait été empoisonnée par les partisans du dauphin. La véritable cause de la mort d'Agnès n'a été déterminée qu'en 2005. À l'époque, une task force a été créée pour exhumer le corps d'Agnès. Après une étude approfondie, on a découvert des niveaux de mercure étonnamment élevés dans le corps d'Agnès. Plus de 10 000 fois la quantité normale. Pour ceux qui ne le savent pas, le mercure est un élément chimique dont le symbole est Hg. Les chercheurs ont conclu qu'elle avait ingéré une grande quantité de mercure 48 à 72 heures avant sa mort, ce qui signifie qu'elle était morte d'un empoisonnement au mercure. Cela suggère qu'elle a peut-être été empoisonnée. Cependant, l'historienne de l'art japonaise Kyoko Nakano a proposé une autre théorie dans son livre. Ne regardez pas les peintures si vous êtes peureux 3. Agnès, avec sa peau exceptionnellement blanche comme celle de la Vierge, en était fière. Et comment a-t-elle obtenu cette peau blanche? Grâce au mercure. À l'époque, de nombreux cosmétiques contenaient du mercure. Pourquoi? Parce que le mercure pouvait blanchir la peau et la garder claire. Agnès l'appliquait quotidiennement sur tout son corps, ce qui aurait pu endommager ses tissus sous-cutanés et pénétrer lentement dans son corps. Il est donc possible qu'Agnès se soit empoisonnée elle-même. Alors, est-ce possible qu'Agnès se soit empoisonnée elle-même? Autoportrait avec l'oreille bandée. Self-portrait was bandaged ear. Et probablement le tableau du peintre néerlandais Vincent van Gogh. le plus célèbre. Mais pourquoi a-t-il cette apparence? L'oreille gauche est enveloppée de bandages, il porte un bonnet bleu sur la tête et un manteau vert. Son expression est très grave. On pense généralement que le contexte de création de ce tableau est la veille de Noël 1888. Après une violente dispute avec son ami Paul Gauguin, Van Gogh s'est coupé l'oreille. Quelle violence! C'est l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire de l'art moderne. L'histoire de Van Gogh et Gauguin commence lorsque Van Gogh déménage à Arles, en France. À l'époque, Van Gogh admirait énormément Gauguin. Et, grâce à la persuasion de son frère, Gauguin accepta l'invitation de Van Gogh à vivre ensemble. Au début, ils s'entendaient bien, partageant des repas, buvant et peignant ensemble. Mais les bons moments ne durèrent pas longtemps. Ils découvrirent rapidement qu'ils avaient des opinions artistiques différentes et des personnalités incompatibles, ce qui les conduisit à se disputer fréquemment. Finalement, Gauguin décida de quitter Van Gogh. La veille de Noël, Van Gogh a demandé à Gauguin « Est-ce que tu as l'intention de partir ?»
Gauguin a répondu « Oui, je vais partir ». Ce dialogue ressemble à une scène de drama, et même de boys love. Van Gogh n'a presque aucun souvenir. On ne peut que tenter de reconstituer la situation à partir des descriptions des autres. Ce soir-là, Van Gogh est resté à la maison, Gauguin est allé dormir dans un hôtel. Van Gogh, ne pouvant accepter que Gauguin veuille partir, perd la raison et se coupe une partie de l'oreille gauche avec un rasoir. Les versions divergent sur ce qui s'est passé ensuite. Certains disent qu'il enveloppa son oreille dans du papier journal et l'a remis à une prostituée nommée Rachel, lui demandant de la garder précieusement. D'autres disent qu'il donna son oreille à une femme de ménage du bordel. Parce qu'il a tendance à sympathiser avec les personnes vulnérables, il montre de la gentillesse en donnant son oreille. Plus tard, Van Gogh a été emmené à l'hôpital par la police. En se réveillant, il voulait encore rencontrer Gauguin. Il était tellement obsédé par Gauguin. Gauguin dit à la police de dire à Van Gogh qu'il était retourné à Paris. Leur amitié prit fin ce jour-là. Van Gogh souffrit toute sa vie de troubles mentaux. Il disait avoir des hallucinations et parlait de manière incohérente, ne sachant pas ce qu'il faisait. Malgré cela, il continua à travailler dur pour l'art, peignant sans relâche. Sa carrière artistique prit fin en juillet 1890, lorsqu'il se suicida à l'âge de 37 ans. Tragiquement, son art ne fut reconnu qu'après sa mort, faisant de lui un peintre mondialement célèbre. Selon son frère, les derniers mots de Van Gogh furent « Sadness will always remain. » Oh, comme c'est triste! Nos histoires aujourd'hui sont de plus en plus tristes. Ça me serre vraiment le cœur d'en parler. L'auteur de A Tale of Two Cities, Charles Dickens, a visité Rome en 1845 et a déclaré qu'il était troublé par un tableau. almost impossible to be forgotten. Ce tableau est le portrait de Béatrice Cenci, peint par l'artiste italien Guido Reni. Portrait of Beatrice Cenci. Il représente une jeune femme portant un turban blanc, tourné de profil, regardant le peintre. Et cette belle femme du tableau a effectivement une histoire tragique. Béatrice est née en 1575 dans une famille noble de Rome. Mais son père, le comte Cenci, était un homme horrible. Il avait des tendances violentes, abusait des jeunes filles et a même assassiné une femme qu'il avait repoussée. Cependant, l'argent peut tout résoudre. En tant que comte, il échappait toujours à la justice. Le comte était aussi un tyran domestique. Il battait sa femme et ses enfants et prenait plaisir à maltraiter ses serviteurs. Heureusement, grâce à l'intervention du pape, Béatrice a été envoyée dans un couvent où elle a passé un temps relativement paisible, devenant une belle et gracieuse jeune noble. Malheureusement, après cette période de calme, la tempête allait bientôt éclater. Le comte a fait sortir sa fille du couvent, prétextant publiquement vouloir mieux s'occuper d'elle. Mais l'opinion générale était qu'il convoitait la beauté de sa propre fille. Quel père dégoûtant. Pause, je vais vomir un instant. Béatrice ne voulait évidemment pas subir les violences de son père. Elle a essayé de le dénoncer aux autorités romaines, mais en vain. Cela n'a fait qu'enrager le comte qui a enfermé sa femme et sa fille dans le château, les tenant captives. Pour survivre, Béatrice et sa belle-mère ont décidé de riposter par la violence. Avec le frère aîné et le frère cadet de Béatrice, les quatre ont planifié d'assassiner le père. Le matin du 9 septembre 1598, un grand bruit retentit dans le château. Béatrice regarda fixement par la fenêtre, tandis que la maîtresse de maison criait en pleurant. Ah! Sur le balcon du château, un trou est apparu. Dans les buissons en contrebas, on a découvert le corps ensanglanté et mutilé du comte. À première vue, il semblait s'agir d'un accident. Cependant, Béatrice et son groupe ne sont pas des tueurs professionnels et ont rapidement montré des signes de faiblesse. Le trou sur le balcon était trop petit. Comment le comte aurait-il pu tomber par là? De plus, les médecins légistes ont découvert sur la tempe du corps des blessures causées par un objet tranchant. Ainsi, la vérité sur le meurtre du père par Béatrice et ses complices a été rapidement révélée. Cette affaire de meurtre en Italie a provoqué un grand émoi. La plupart des gens sympathisaient avec la famille du comte, en particulier avec la belle Béatrice. Cependant, malgré toutes les supplications, le pape était resté inflexible et a finalement fait décapiter Béatrice en public. Pas étonnant que le grand écrivain Dickens, après avoir vu le portrait de Béatrice Cenci, ait dit « I saw in her eyes celestial hope and a beautiful sorrow and a desolate earthly helplessness. » Aujourd'hui, les histoires des tableaux célèbres reflètent la tristesse, la souffrance, les luttes humaines, et montrent différents aspects de la nature humaine. En observant les détails des tableaux et en réfléchissant à leur signification, de nouvelles inspirations peuvent émerger. Parmi les 5 tableaux célèbres, lequel préférez-vous? Je trouve chacun d'eux extrêmement triste. Quelle histoire vous a le plus marqué? Avez-vous quelque chose à partager? N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus d'aimer, de vous abonner et de partager, et d'activer la petite cloche. À bientôt.